Je voudrais évoquer les réactions qu'ont suscité, notamment la vidéo d'1 minute que j'ai postée ce matin et la série de tweets que j'ai postés depuis hier. Certaines personnes n'ont pas du tout apprécié une prise de position qui me paraissait mesurée, maîtrisée, qui n'était pas neutre, mais qui était d'insister sur le caractère dramatique de la mort d'Européens, une mort pour rien dans un conflit entre Européens, entre Russes et Ukrainiens, qui ne débouchera sur rien de positif de toute façon. Si on fait une analyse objective, on se rend assez vite compte que les possibilités que l'Ukraine batte la Russie me paraissent assez faibles, objectivement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des gains de territoire limités, et surtout que je ne vois pas de débouché dans la négociation, puisque nous avons deux adversaires qui, comme en 14-18, ne veulent pas entendre parler de négociation. Zelensky veut tout récupérer, y compris donc la Crimée perdue en 2014, et Poutine veut conserver tout ce qu'il a obtenu. Et vu que l'offensive continue, on peut supposer qu'il veut encore gagner des territoires. En tout cas, empêcher l'Ukraine de récupérer ce qui a été pris. Je ne vois pas aujourd'hui de solution. À court terme en tout cas, parce qu'il faut deux partenaires pour une négociation. Et là, le contexte n'y est pas du tout favorable. Si la guerre continue, ça veut dire que le nombre de destructions et de morts va continuer. Et ça, malheureusement, nous sommes impuissants par rapport à cela. C'est un constat objectif. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de peser sur le débat pour que de toute façon ma position ait une quelconque influence sur le déroulé des événements. Je ne peux que constater, là encore, que l'idée européenne est essentielle, mais qu'il n'y a personne pour l'incarner au premier plan. Car si on veut, par exemple, en dehors de Zelensky, essayer de pouvoir parler au chef d'État russe, il faut une personne suffisamment légitime et charismatique dans l'Union européenne pour le faire. Or, je n'en vois aucune. Clairement. Aucune crédible. Aucune qui ait les moyens, même intellectuels et dialectiques, de peser. L'Union européenne a toujours été dirigée par des seconds couteaux qui ont été choisis par les chefs d'État et de gouvernement pour surtout ne leur faire aucune ombre. C'est toujours le cas. Et évidemment, on se rend compte de l'absurdité des propagandes, comme on a connu dans d'autres contextes. Pour un exemple tout simple, je suis allé à la FNAC avec mon père, on a regardé le rayon, on va dire, géopolitique, on tombe sur un ouvrage à la gloire de Zelensky, qui est qualifié sur le titre même de héros, ce qui me semble totalement extravagant, et évidemment, le livre noir de Poutine, etc. Ce qui ne veut pas dire que dans ces ouvrages, il y a des informations qui sont nécessairement fausses. Mais on voit bien qu'il n'y a qu'un son de cloche. Et c'est toujours détestable. Maintenant, je connais suffisamment l'histoire russe pour savoir qu'il y a évidemment en face une autre propagande. Chaque camp campe justement sur ses positions. Chaque camp a son storytelling, c'est-à-dire ses explications. Pour l'Ukraine, c'est simple, la Russie a agressé l'Ukraine à la suite d'autres politiques déjà antérieures comme l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass. Donc l'Ukraine est attaquée, c'est un pays qui est menacé dans son cadre étatique, dans sa souveraineté. De fait, c'est le cas. De l'autre côté, il y a un argumentaire qui explique que depuis 2014, le Donbass serait sans cesse attaqué par le reste de l'Ukraine, et que donc la Russie ne ferait que défendre le Donbass contre ces attaques, qu'il y aurait eu, a priori, la planification d'une attaque plus importante que les Russes auraient donc entravé en agissant avant, etc., etc., etc. Si ça avait été le cas, pourquoi dépasser les deux districts de Louhansk et de Donetsk ? On voit bien qu'il y a autre chose. Notamment, vous faire la jonction entre la Crimée et le Donbass élargi. On ne peut pas penser que c'est simplement une volonté de défendre deux districts. De toute façon, toute offensive et tout pays offensif justifie toujours son action en disant qu'il n'a fait que répondre à une attaque, que c'est la faute des autres. Voilà, notamment des États-Unis. C'est évident que la politique américaine en Europe crée des conflits. Les Américains se mêlent
de nos affaires, souvent parce qu'on fait appel à eux, malheureusement, et ils sont ce qu'on appelle des warmongers, si on prend la chanson de Black Sabbath à ce sujet. Voilà, donc concrètement, ils attisent les blessures, mais ils ne les créent pas. Ils n'ont pas créé le conflit en ex-Yougoslavie, que ce soit en Bosnie ou au Kosovo, mais ils en ont tiré les marrons du feu, et ils n'ont pas été responsables, directement en tout cas, de la chute de Yanukovych en Ukraine. On sait très bien que les gouvernements ukrainiens successifs, qu'ils aient été pro-russes ou anti-russes, sont corrompus, et on a encore confirmation de cela récemment. Il est difficile de croire que du côté russe, ça ne soit pas un peu la même chose. Certes, certains oligarques ont été écartés de tout, durement, Khodorkovsky et compagnie, mais d'autres ont eu, évidemment, la chance de les remplacer. Alors, dans ce contexte-là, Yanukovych était effectivement un très médiocre dirigeant, coincé sans doute par la pression de Poutine, et qui a voulu temporiser sur la question du rapprochement avec l'Union européenne. Car la question qui a déclenché l'Euromaïdan, ce n'était pas une éventuelle adhésion à l'OTAN, qui était peu imaginable, c'était un rapprochement avec l'Union européenne, en équilibre entre l'Union européenne et la Russie. Or Yanukovych, au dernier moment, met fin à cela. Et ça suscite une réaction extrêmement forte de la population ukrainienne, notamment à l'ouest et au centre, qui aboutit à ce qu'on appelait l'Euromaïdan. D'ailleurs, l'Euromaïdan, il y a euro dedans, c'est quand même pas un hasard non plus. C'était sans doute très maladroit de la part de Yanukovych. Alors ensuite, quant aux dirigeants ukrainiens qui ont succédé à ce dernier, on pense à Poroshenko et jusqu'à Zelensky, ils n'ont jamais été capables de rassurer les Russes. Au contraire, ils ont envoyé des signaux inquiétants, comme par exemple la remise en question de la langue russe dans le statut de l'Ukraine, ce qui évidemment a été utilisé par ceux hostiles au pouvoir ukrainien en place. Tout cela est connu. Après, on ne peut pas nier que la Russie a des stratégies qui ont été mises en œuvre, par exemple, en Géorgie. Et le storytelling est le même. La Géorgie aurait voulu récupérer les provinces d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, par une répression importante, évidemment, et la Russie n'aurait fait que défendre ses populations contre cette annexion. Certes, il existe une identité abkhaze indiscutable, une identité ossète, qui d'ailleurs mériterait que l'Ossétie du Sud et l'Ossétie du Nord soient réunifiées. Mais est-ce si vrai? On a d'ailleurs vu que l'armée russe n'avait pas été exceptionnelle et que Poutine a profité clairement du jeu de Sarkozy qui s'est mis dans la boucle pour calmer le jeu, si on peut dire justement. Donc Sarkozy était assez bon dans l'affaire 2008. Et cette fois, en 2014, c'était plus lui, et d'autres. Donc cette situation entre la Russie et ses voisins n'a cessé de se dégrader. Et évidemment, depuis février 2022 et l'attaque russe, eh bien, la situation est totalement détériorée. Alors, que voit-on? On voit effectivement, comme pour le Covid d'ailleurs, c'est assez frappant, une sorte d'hystérie russophobe dans le reste de l'Europe. Pas besoin de beaucoup pousser les Polonais ou les pays baltes. Pour cela, ils étaient déjà sur cette ligne, et Poutine leur a donné clairement raison. Donc c'est une faute, là aussi stratégique, de donner raison à ses pires adversaires. Car moi, j'ai expliqué depuis longtemps qu'il ne fallait pas craindre la Russie. Déjà, c'était difficile de l'expliquer aux pays d'Europe centrale. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Bon. Et puis, effectivement, on a espéré que Poutine tienne les paroles qui étaient les siennes. Parfois, il envoie des messages qui vont dans notre sens. Mais ils sont ensuite désavoués par les actions qu'il peut entreprendre par ailleurs. La réduction des libertés publiques en Russie est un fait maintenant indiscutable, qui était contestable il y a encore 10 ans. Il y a clairement une dérive autocratique du pouvoir russe. Donc dans cette affaire, de toute façon, l'analyse que l'on peut donner montre que c'est bien plus compliqué que le camp des gentils et le camp des méchants. C'est beaucoup plus compliqué simplement que la patte américaine derrière tout. Et évidemment, ce conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas tellement comment il pourrait rapidement s'arrêter, même si on ne peut que le souhaiter. S'il y avait un traité de paix, il faudrait admettre que les deux camps en présence acceptent, on va dire, un modus vivendi.
Si on dit aux Russes, vous perdez tout, vous retrouvez la situation antérieure à 2014, ça ne passera pas. Difficile d'ailleurs, même si Poutine l'acceptait, qu'il reste à ce moment-là en place. De l'autre côté, si on dit aux Ukrainiens, vous laissez ce que vous avez perdu, puis on l'arrête là, ça sera difficile aussi. Est-ce qu'il existe un compromis crédible ? Mettons-nous dans la position où les Ukrainiens et les Russes seraient prêts à négocier pour arrêter cette guerre dont il n'y a que des perdants. Imaginons ce schéma. Il ne fera plaisir à personne, mais essayons de penser cela, parce qu'avant de dire la paix, il faut qu'elle soit crédible. Est-ce qu'il est possible de trouver une situation mixte ? Est-ce qu'il est possible de trouver une médiation crédible ? Il faudrait, dans ce cadre, que l'Union européenne, et que notamment les pays européens les plus importants, jouent ce jeu-là. Ils sont-ils prêts ? Pour l'instant, je ne crois pas. Il faudrait que les États-Unis ne soient pas dans l'équation, parce qu'ils gêneront. On peut imaginer ce schéma-là. Il ne va pas plaire aux pro-ukrainiens, il ne plaira pas non plus d'ailleurs aux pro-russes. On pourrait imaginer, considérer que Louhansk et Donetsk, c'est-à-dire 2 districts sur l'ensemble de ce qui a été pris par les Russes aujourd'hui, pourraient faire partie de la Russie. Considérer peut-être que les frontières entre l'Ukraine et la Russie, découpées par l'Union soviétique, n'étaient pas représentatives de réalité ethnique. Et de la même façon, officialiser l'annexion de la Crimée, qui, sur un plan historique, rationnel, n'a pas réellement été ukrainienne un jour. Elle a été ottomane d'ailleurs, elle a été reprise par les Russes. Elle a été auparavant influencée par les Grecs et les Romains, mais l'héritage gréco-romain de la Crimée paraît difficile. Crimée porte le nom des Cimmériens. On l'appelait Tauride à l'Antiquité en raison des Taures, c'est-à-dire ce peuple de Scythes, d'Iraniens nomades. Il y a eu les Goths qui ont été dans la région, etc. Tous les territoires d'Europe, de toute façon, étaient marqués par plusieurs peuplements, etc. Donc, on pourrait rester sur cette idée-là, et la Russie devrait à ce moment-là renoncer aux autres provinces qu'elle a annexées. Elle se retrouverait simplement avec la Crimée et ces 2 districts. Et on arrêterait là. Et donc, ça voudrait dire que la Russie évacuerait quand même une partie significative du territoire ukrainien qu'elle occupe aujourd'hui. En échange de quoi, il y aurait un accord officiel, international, en tout cas dans le cadre européen. Est-ce que ça calmerait la Russie ? Est-ce qu'elle considérerait qu'elle n'a pas à réintervenir comme elle l'a fait ? On n'en sait rien. Il faut proposer quelque chose aux Européens qui soit autre chose que ce qu'on vit. Parce que le grand clivage entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale, en dehors du conflit russo-ukrainien, où là tout le monde, ou presque, est unanime, sauf les Russes et les Biélorusses évidemment, quels sont les 2 éléments donc de rupture entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et orientale ? Il y a 2 sujets qui clivent et qui rendent complexe, voire même impossible, l'idée d'Europe politique, c'est-à-dire d'harmonisation des règles du jeu. Alors évidemment, on voit que, bien entendu, en Europe centrale, il y a des évolutions à la marge, qui ne sont pas forcément d'ailleurs positives. Il y a 2 sujets pour moi. L'immigration extra-européenne et, on va dire, le mariage pour tous. L'Europe occidentale en fait promotion, sous l'influence des États-Unis. L'Europe centrale et orientale y est totalement hostile, à l'instar de la Hongrie, de la Pologne, bien sûr de la Russie. L'Ukraine actuelle joue cette partition occidentale, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais c'est pour plaire à ceux qui arment l'Ukraine aujourd'hui. Donc d'un côté des États qui sont assez hostiles à cela, c'est-à-dire globalement ceux que j'ai cités, et puis de l'autre, des États dits progressistes qui veulent faire avancer ce calendrier-là, qui est rejeté par une grande partie des Européens en réalité, y compris des Européens de l'Ouest, mais dans un contexte où c'est plus difficile de s'y opposer. D'un côté, donc, un libertarisme exacerbé qui est détestable et qui est incarné par l'Europe occidentale. De l'autre côté, l'autocratie, indiscutable en Russie et au Bélarus, relative en Hongrie ou ailleurs. Tout cela, évidemment, pose question. Moi, je ne suis pas dogmatique sur ce sujet. Mes positions, vous les connaissez depuis longtemps maintenant, pour ceux qui m'écoutent en tout cas. C'est l'unité de l'Europe, de l'Islande à la Russie. C'est l'objectif, la nécessité, le cap. Si on peut en plus des Européens réveiller aussi les Euro-Américains avant qu'il ne soit trop tard et que l'Amérique ne soit plus à majorité euro-américaine, ce sera tant mieux. Mais le combat prioritaire, c'est celui de l'Europe. La notion d'Occident,
si elle n'inclut pas la Russie, devient une notion de division extrêmement nocive. Je m'y oppose. Pour ma part, je considère que la Russie a les mêmes ennemis que le reste de l'Europe. Ce ne sont pas les États-Unis, ce sont d'autres ennemis. Et les Russes ont les mêmes que nous. Donc l'action russe contre un autre peuple européen est contraire aux intérêts russes. Et je vais le dire un peu plus durement, les gouvernements d'Europe, qu'ils soient en Europe occidentale, centrale ou orientale, ne sont pas au service des Européens et nuisent fondamentalement à l'avenir de notre civilisation, de notre peuplement, de notre continent. Tous, sans exception aucune. Voilà un petit peu mon sentiment et l'agacement aussi de réactions sectaires de certains qui se fâchent contre moi, par exemple, alors que je suis celui, sans doute, qui a la position la plus mesurée dans le débat. Et j'estime que c'est nécessaire d'avoir cette position, en cohérence. Si on regarde les faits objectivement, une analyse sans complaisance et sans aveuglement, eh bien, c'est très compliqué d'imaginer aujourd'hui une Europe unie de l'Islande et de la Russie dans le contexte de ce conflit. Comment pouvoir réconcilier les Russes et les autres Européens alors que l'abîme a été ouvert entre les deux? Si Poutine partait, est-ce que ça changerait la situation? J'ai peur que non. Je pense que le vrai problème, c'est l'absence de leadership en Europe occidentale et centrale. C'est-à-dire qu'il faut que l'Union européenne soit incarnée par une figure qui soit capable de faire avancer les choses avec un calendrier et avec une idée générale nette. Si on dit aux Russes, je ne parle pas de Poutine, mais au peuple russe, qu'il a une perspective européenne, et si on démontre cette perspective par des actions concrètes, notamment de s'écarter des États-Unis, est-ce qu'on peut imaginer que la Russie progresse vers nous et revienne en arrière de cet éloignement dont elle est quand même la principale responsable, indépendamment des manœuvres américaines? En tout cas, il faut travailler dans cet esprit. Je note d'ailleurs que Macron ne ferme pas la porte aux Russes, c'est d'ailleurs le seul, et il est très attaqué pour ça. Le problème, c'est qu'il n'a rien à vendre, il n'a rien à proposer. Et le problème, c'est qu'il faut proposer quelque chose. Je crois volontiers que Trump n'aurait pas été confronté à ce conflit. Je pense que la Russie, si Trump avait été réélu, n'aurait pas joué cette partition. Je pense que Poutine a pensé sincèrement que Biden était un faible, ce qui donne clairement l'impression, mais Biden n'est qu'une figure parmi d'autres, que le départ des Américains d'Afghanistan, comme on l'a vu, cédant totalement le territoire aux talibans, était la preuve d'une faiblesse ontologique, et que finalement, eh bien, les Américains ne feraient rien si la Russie jouait cette partition qu'elle mène aujourd'hui en Ukraine. Pensez sans doute que ça serait facile. Quelles sont les erreurs dans l'affaire? D'abord, Poutine, à mon avis, est isolé au sein de la direction de la Russie par le fait même que ses collaborateurs ont peur de lui. C'est le défaut de toutes les autocraties. C'est-à-dire que vous n'acceptez plus, à partir d'un certain âge, la critique. Vous n'acceptez plus qu'on vous dise non, qu'on vous dise c'est pas une bonne idée. Et donc, on a bien vu le regard de Shoigu des services de renseignement lorsque Poutine leur a demandé on y va ou pas. Ils étaétaient tétanisés, ils étaient même effrayés. Quand tu fais peur à tes services, eh bien, ils ne te disent pas la vérité, ils te disent ce que tu veux entendre et non pas ce qu'il faut entendre. Donc, le storytelling est assez simple. Les Américains ne feront rien. Les Européens sont mous, ils sont dépendants du gaz russe, ils ne se sacrifieront pas eux-mêmes économiquement. L'Ukraine n'a pas les moyens de résister à l'armée russe. Le gouvernement ukrainien tombera rapidement. Et puis, les Russes seront très bien accueillis. Ils seront accueillis en libérateurs. Et donc, ça sera facile. Moi, je crois qu'il a cru à cela. Ça s'appelle en grec l'hubris, la démesure, la croyance que finalement tout est simple. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait Saddam Hussein en 1991 lorsqu'il a envahi Koweït, pensant que les Américains lui avaient donné plus ou moins le blanc-seing. Et ce n'était pas le cas. Voilà un peu comment on peut analyser les choses. Une fois que ce conflit est lancé, une fois qu'il ne donne pas les résultats attendus et qu'il se fige, difficile de revenir en arrière. Parce que si c'est le cas, alors ça veut dire que Poutine a fait une faute, qu'il sera obligé d'assumer devant son peuple, et ça, il ne le fera pas. C'est ça qui rend les choses très compliquées.
Dans un système démocratique, il y aurait une élection et il y aura un nouveau dirigeant. Mais ça ne sera pas le cas. Surtout pas en situation de conflit. Donc je suis très inquiet par rapport à cela, dans le sens où j'ai le sentiment que si rien ne change radicalement, on a 20 ans de guerre froide, voire chaude, entre le reste de l'Europe et la Russie. Et il n'y a que des perdants dans cette équation. La Russie semble mieux résister aux sanctions que les Occidentaux le croyaient, mais au prix de stratégies dangereuses pour l'avenir de la Russie. Rapprochement avec la Chine, qui la met en position de vassalité relative, campagne pro-africaine qui pourrait aboutir à des flux migratoires africains vers la Russie et donc à mettre en danger l'identité russe comme elle est mise en danger en France ou ailleurs. Et puis tout cela ne va pas dans le bon sens. Donc il y a une forme de nouveau tiers-mondisme néo-communiste, néo-soviétique chez Poutine, qui m'inquiète beaucoup. Cette dérive n'est pas saine. Alors, elle est la conséquence aussi de cette situation. Vous voyez, les choses sont complexes et ne sont pas faciles à résumer. Je prône la paix parce que la paix entre Européens est nécessaire pour éviter des vies humaines sacrifiées en vain. Mais cette paix, je sais très bien qu'elle n'est pas prête d'avoir lieu. Je ne peux que le déplorer, le dénoncer. Mais effectivement, disons les choses clairement, la situation aujourd'hui ne permet pas la paix. Et si on abandonne les Ukrainiens, eh bien on donnera à la Russie une volonté de puissance malsaine qui l'encouragera à continuer dans cette stratégie suicidaire. Si on maintient une résistance ukrainienne forte, on maintient la possibilité d'une négociation à un moment ou à un autre. Qu'à un moment donné, on pourrait trouver donc une médiation qui pourrait être acceptée des Ukrainiens et des Russes. Celle que j'ai décrite tout à l'heure. Il faut que ce contexte ait lieu, sinon il n'y aura pas de paix. Si l'Ukraine ne veut rien perdre, si la Russie ne veut pas reculer non plus, on en a pour longtemps. Est-ce qu'on peut accepter cela ? Moi, je ne l'accepte pas, mais je n'ai aucun moyen d'en changer quoi que ce soit pour l'instant. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est l'absence d'Europe politique qui a amené ce conflit, c'est l'absence d'indépendance européenne par rapport aux États-Unis qui a donné aux Russes, de Poutine en tout cas, cet alibi pour intervenir, car il y a cette dialectique russe qui est de dire que le reste de l'Europe est soumis aux États-Unis, d'ailleurs il l'a déclaré encore hier, je crois, tout en expliquant que l'Europe allait peut-être pouvoir s'en libérer. Mais tout cela, c'est dialectique. Donc, voilà. Donc, je pense que dans cette affaire, il n'y a pas aujourd'hui de solution. Il n'y a pas de solution aujourd'hui. Et on va continuer dans les paradigmes actuels, c'est-à-dire le maintien d'un effort de guerre russe important qui va sans doute croître, le maintien d'une assistance occidentale à l'Ukraine forte qui va également croître, sans dépasser certaines limites. Et ensuite, quand ? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas, c'est ça qui est dramatique, tôt ou tard, une négociation. Et cette négociation aboutirait sans doute à ce que je viens de décrire, à peu près. Penser que l'Ukraine peut gagner contre la Russie ? Non. Qu'elle puisse tenir contre la Russie ? Oui. Ce qui n'est pas pareil. Mais on a pris d'un effort du reste de l'Europe. Et puis, il faut saluer le courage des combattants ukrainiens, car il est quand même incontestable, même s'il y a peut-être des excès comme dans toute guerre, et évidemment, il y a en face des gens aussi courageux. Mais cette guerre est insupportable, franchement. Et on ne peut pas en exonérer Poutine comme le font les pro-russes en France, les souverainistes et autres qui sont là-dessus. Il ne faut pas être dans l'excès d'anti-américanisme non plus. Il est trop fort parfois chez certains. L'Amérique est dévoyée. Le peuple euro-américain lui-même est menacé comme nous le sommes par ses propres élites. En fait, si on réfléchit bien, de Washington à Moscou, en passant par Bruxelles, Paris, Berlin, les Européens sont trahis par l'ensemble de leur gouvernement d'une manière ou d'une autre. Ça amène à la révolution européenne. Mon raisonnement maintenant est à peu près finalisé, à savoir que de toute façon, il faut qu'il y ait une Europe unie forte,
qui naissent au moins pas à partir de l'Union européenne actuelle. Que le Royaume-Uni, dans ces conditions, pourrait revenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tentation du Royaume-Uni de revenir vers l'Union européenne, mais il y a la volonté des dirigeants de gauche comme de droite britanniques de ne pas envisager le retour en arrière, même s'ils pouvaient gagner un référendum en ce sens. Le contexte, donc, ne ramènera pas le Royaume-Uni tout de suite vers l'Union européenne. Et sans l'Union européenne forte, qui évidemment prendrait ses distances vis-à-vis des États-Unis malgré tout, pas de possibilité réellement de faire avancer le dossier avec les Russes. C'est-à-dire que les Russes se rendent compte qu'ils sont dans l'excès, qu'il faut se ramener à une position plus mesurée vers une Europe unie, la maison commune européenne de Gorbatchev. Voilà. Tout ça, c'est ce que je vous dis intellectuellement en temps réel, hein, rien n'a été préparé évidemment. Donc une grande tristesse par rapport à tout cela, des capacités d'analyse qui arrivent à leurs limites. Et dans ce cadre, il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est l'acceptation des différences idéologiques sur ce plan. Il faut dépasser ce conflit entre nous. Il y a déjà assez d'un conflit entre les Ukrainiens et les Russes sur le terrain, avec ce que ça implique. Il ne faut pas se diviser au sein, on va dire, du camp européiste identitaire sur ce thème. Certains sont pro-ukrainiens, d'autres plutôt pro-russes. Mais il ne faut pas rester dans une opposition sur ce thème. C'est pour ça que j'éviterai d'en parler à nouveau tout de suite. Je vais faire une petite synthèse de ce que j'ai en tête par rapport à ce sujet-là. Voilà, j'arrête là, je vous salue chers amis. J'espère que ce que je vous dirai là, vous fera réfléchir. En tout cas, c'était le but.